Faire une photo, c'est une chose, la retoucher, c'en est une autre. Mais quand il s'agit de bien la préparer pour l'envoyer chez le tireur, ça commence à devenir un peu galère. Dans cet épisode, on vous dit tout sur comment envoyer des fichiers correctement à votre labo photo. Merde, elle va le lancer. Pauvre chat. Tu veux préparer tes photos? Alors, on va vous expliquer aujourd'hui comment préparer ces tirages pour faire des photos de chat. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Dans cet épisode, je me rends de nouveau chez Art Photolab, que vous avez pu voir dans les épisodes 6 contre, pour que Francky, hey mais c'est le gars d'Art Photolab, vous explique comment préparer au mieux vos fichiers pour vos tirages. Comme il est assez bavard, je vais commencer par vous faire un récap de toutes les infos. Et si vous souhaitez avoir les explications plus complètes, ou juste admirer la nouvelle barbe de Francky, vous pourrez regarder les 15 minutes suivantes de l'épisode. Et en plus, à la fin, il y a un bêtisier. Donc pour bien préparer vos fichiers, il faut d'abord parler du matériel que vous avez. Le mieux est d'avoir un bon écran et surtout qu'il soit bien calibré. En gros, on ne retouche normalement pas sur un portable ou sur un écran Retina. Ensuite, il faut régler vos logiciels pour utiliser l'espace colorimétrique qui garde le plus d'informations. J'utilise pour ma part le Profoto, donc il faut régler l'export dans Lightroom et l'espace colorimétrique dans Photoshop. Bon, pour plus d'infos, vous pouvez regarder cet épisode où j'en parle déjà pas mal. À ce moment, on peut passer à la phase de soft proofing, tout en sachant que ce n'est juste qu'une évaluation du résultat final, et non pas le résultat final. Puis il suffit d'exporter votre fichier aux dimensions les plus grandes possibles, en TIFF 16 bits, résolution 360 dpi, même si cela ne change rien dans votre envoi tant que vous utilisez les dimensions les plus grandes, et pas de netteté et surtout pas de signature, ça ne sert à rien. Voilà, vous savez tout en mode réponse rapide, comme dans les wikis. Maintenant, je laisse la place à Francky qui va vous expliquer le pourquoi en détail. Ouais. Alors, bonjour Francky. Bonjour Sébastien. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de comment préparer ces fichiers pour un tirage. C'est exact. Comme je connais qu'un seul labo de tirage, je suis venu voir Art Photolab. Et James m'a dit, vois avec Francky, ça m'emmerde. Dans un premier temps, on va parler de comment traiter ces photos, avoir le bon système hardware et le bon système la bonne méthode de travail. Dans un deuxième temps, on va parler un petit peu des profils ICC vite fait pour pouvoir du soft proofing. Ouais. Puis ensuite, on va parler de l'exportation, puisqu'il faut pouvoir exporter pour envoyer au labo. En vue d'envoyer au labo. Alors dans un premier temps, Francky, comment avoir déjà un bon système de travail, un bon hardware? Une chose très importante, c'est évidemment la qualité de l'écran. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écrans sur le marché. En général, on recommande de ne pas travailler sur des écrans portables. Alors encore une fois, c'est une recommandation, c'est pas une règle absolue. Pour la simple et bonne raison qu'un écran d'ordinateur portable va varier, les couleurs et les densités vont varier selon l'inclinaison de la dalle. On recommande en général de travailler sur une dalle mate, pour éviter les reflets, puisque les reflets vont être quelque chose de gênant quand on va essayer de travailler en finesse sur son image, et de travailler, si possible, dans des conditions à peu près maîtrisées, c'est-à-dire éviter fortement tout ce qui va être lumière directe sur l'écran. Donc en fait, si on travaille dans des conditions normales, ça fait ça. Et on va forcément parler d'un écran calibré. Exactement, puisque je pense que beaucoup de monde s'en est déjà rendu compte si vous ont fait des tirages, peu importe le laboratoire d'ailleurs, c'est que généralement il y a quand même une différence entre le tirage qu'on reçoit et la photo à l'écran. Pourquoi? Plusieurs raisons. Souvent, le tirage apparaît trop sombre. Symptôme classique d'un écran trop lumineux. Puisque tous les écrans standards, on va dire dans le commerce, sont d'origine trop lumineux, parce que c'est flatteur, parce que ça augmente les contrastes, etc. Voilà, ce qui n'est pas bon pour le papier, puisque évidemment le papier est beaucoup moins lumineux qu'un écran. Le but, simplement avoir un écran le plus proche possible de ce que va être la sortie papier. Okay. C'est-à-dire, ça va consister à baisser la luminosité pour s'approcher du papier, baisser aussi les contrastes, puisque forcément un écran est rétroéclairé, donc envoie de la lumière, donc les contrastes sont beaucoup plus puissants que sur le papier. Changer aussi la température de couleur, puisque de base un écran est beaucoup trop bleu, alors que sur du papier d'art, comme sur lesquels on travaille dans nos laboratoires, les papiers, on va dire, très blanc-bleu en fait n'existe pas. Les papiers sont tous légèrement chauds. C'est normal d'avoir un écran après calibration qui tire un petit peu vers les teintes chaudes. Voilà. Il ne doit pas être jaune, mais il doit être un peu plus chaud. Donc c'est tout à fait normal qu'une fois qu'on ait calibré notre écran, on se dise putain c'est de la merde. Un petit peu. Après, il y a une chose à savoir aussi, c'est que
tous les écrans n'ont pas les mêmes performances, évidemment. C'est pour ça qu'il y a des écrans qui coûtent 2000 € et des écrans qui coûtent 200 €. Hein. Après, ça dépendra forcément de notre activité photo. Ouais. Est-ce que ça sert vraiment d'acheter un écran entre 700 pour les nouveaux écrans BenQ, je crois, jusqu'à 1004 pour 1002 pour des écrans NEC, ou voire plus cher encore pour d'autres écrans? Alors, comme tu l'as dit, ça dépend de l'utilisation qui va en être faite. C'est-à-dire que pour un photographe, je dirais amateur, qui n'a pas forcément les finances, ou en tout cas pour qui la photo n'est pas une priorité financière, je ne recommande pas spécialement d'investir vraiment dans un écran à 1000 € ou plus. Maintenant, pour un professionnel qui fait du tirage régulier, ou qui fait même un photographe de mariage par exemple, comme toi, qui fait ou comme moi, qui fait des albums photos, on va toucher au même type de problème, c'est-à-dire que la photo va être rendue sur un support papier, donc du coup ça nécessite de travailler quand même sur un support, donc sur un écran qui est suffisamment qualitatif pour pouvoir anticiper, avoir les bonnes couleurs, gérer toute la colorimétrie comme on veut. Parce que c'est un petit peu dommage d'avoir des milliers d'euros de matériel et de se retrouver devant un écran à retoucher ces images pendant plusieurs heures en se basant sur des couleurs ou les densités, parce qu'il y a couleur et densité, qui sont pas bonnes. Voilà. Si on veut vraiment exagérer, c'est retoucher avec des lunettes de soleil qui ont des verts teintés. Est-ce que tu m'aiderais à faire un épisode sur la calibration? Ça peut se faire. Ça peut se faire? Ça peut se faire. Ça peut être intéressant. Je pense que ça peut aider les gens. Carrément. Même moi, en fait, je suis toujours pas calibré sur mes écrans. Ouais, j'ai acheté un bon écran. Ça va t'aider. J'ai acheté un bon écran NEC, mais je l'ai pas encore calibré. Ouais, à savoir entre nous que la calibration d'usine des écrans... Moyenne. Voilà. Mais au moins, c'est un écran qui peut être calibré de façon hardware. Voilà. Parce qu'il y a ça aussi la différence. C'est que... Il y a des différences aussi, voilà. Une calibration hardware est meilleure, plus stable, plus précise qu'une calibration software. Donc ça, c'est ce qui va jouer aussi sur le prix, évidemment, de l'écran. Au niveau du workflow maintenant. Je vais parler de deux workflows principalement, donc Lightroom et Photoshop, parce que c'est le logiciel que je connais. L'idée va être toujours de partir du fichier, on va dire de l'information la plus grande possible, et ensuite, selon l'utilisation qu'on va faire du fichier, donc là, dans ce cas présent du tirage, de réduire ou non la qualité, etc. Idéalement, dans Lightroom, alors vous travaillez sur votre RAW, tu travailles sur ton RAW, on fait sa retouche comme on veut, etc. Donc on a calibré l'écran avant, donc on a une colorimétrie qui est juste, on a une densité qui est juste. Ce qu'on a à l'écran est correct au niveau, enfin pour travailler c'est correct, donc on fait toutes ces retouches. Alors dans Lightroom on ne peut pas gérer directement le profil de travail, voilà, c'est un profil qui s'appelle Melissa RVB, qui en gros c'est du pro photo, pour faire très simple. Pour faire vraiment très simple. Pour faire vraiment très simple, on va dire que c'est autonome, on n'a pas besoin de le changer, on ne peut pas le changer d'ailleurs. Dans Photoshop, je conseille aussi de travailler en pro photo pour que ça soit cohérent avec Lightroom, puisque quand on passe de l'un à l'autre, voilà, comme ça on reste dans le même même profil colorimétrique. Si on shoot en RAW, ça n'a aucun sens de convertir son RAW en JPEG et de faire les retouches sur son RAW en JPEG. Là c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que le capteur de l'appareil photo est capable d'englober, on va dire, ça comme couleur. Le convertir sa photo en sRVB revient à travailler plus que ça. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc même si effectivement l'écran n'est pas capable d'afficher tout, à savoir que là on parle du présent, comme les écrans n'étaient pas capables d'afficher du Adobe RVB il y a une quinzaine d'années par exemple. Oui, donc dans 20 ans ça peut changer aussi. Dans 20 ans, on peut très bien imaginer que tous les écrans et que le standard soit afficher le Pro Photo classique. Donc voilà, qu'il y aura un truc encore une fois, qui arrive et tout ça. Il faut réfléchir dans la pérennité de ces fichiers aussi. Donc du coup tu voulais parler du softproofing, profil CC, softproofing. Ouais, le softproofing, alors encore une fois on peut le faire soit dans Lightroom soit dans Photoshop. Ça fonctionne de la même façon, c'est la touche S de mémoire dans Lightroom. Le softproofing consiste à simuler le rendu papier sur son écran. Et je parle bien de simuler, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des différences au niveau perceptif, puisque un écran envoie de la lumière, c'est rétroéclairé, donc comme on l'a dit, la sensation de contraste est beaucoup plus forte que sur un tirage papier. C'est de la simulation qu'il faut savoir aussi interpréter derrière par rapport au papier et par rapport aux conditions lumineuses où le tirage va être visionné. Ce que tu verras sur ton écran, ne sera pas, même si tu mets le papier à côté, ne sera pas forcément la même chose. C'est typiquement le comparatif à ne pas faire. Voilà. Est-ce que tu conseilles du coup, si la personne peut récupérer un profil ICC du tireur, est-ce que tu conseilles de le faire ou pas? Alors,
Je peux pas le déconseiller dans le sens où c'est quelque chose qui est conçu pour fonctionner comme ça et c'est une possibilité technique si on peut le faire, ça n'a aucun souci. Maintenant, encore une fois, il faut savoir l'interpréter dans le sens où, encore une fois, le rendu ne sera pas identique à ce qu'on voit à l'écran. Tu nous as parlé du softproofing sur Lightroom. Tu as une petite astuce à nous donner sur Photoshop à ce propos? Le rendu papier, c'est bien, mais ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est la taille du tirage, la taille à laquelle va être fait le tirage. Sur cette partie, je vais prendre la place de Francky. Comme il n'était pas forcément face à son écran, il ne pouvait pas vous montrer l'astuce directement. Donc je lui ai dit, allez, je vais le faire, c'est pas grave. Dans Photoshop, il y a une bonne astuce pour faire du softproofing, c'est qu'il y a un moyen de voir directement à l'écran la taille d'impression de votre futur tirage. Quand vous allez dans l'outil Loupe avec le raccourci Z, vous pouvez cliquer droit sur votre image et cliquer sur taille d'impression. Juste avant, je vais juste faire une petite chose, c'est que je vais aller dans la taille de l'image et je vais régler les choses sur un 10 par 15, tout simplement pour vous montrer. Et je refais taille d'impression, et là, normalement, à mon écran, ça devrait être un 10 par 15. Alors, je prends quelque chose qui ressemble à du 10 par 15, donc c'est pas une pub pour Noroto, c'est juste que c'est la seule chose qui fait un 10 par 15 à peu près. Et je vois que c'est pas du tout ça, c'est pas loin, mais ça ne marche pas. C'est normal que ça ne marche pas, car je n'ai pas configuré Photoshop à la résolution de mon écran. Si je vais dans Édition, Préférences, Unités et Règles, il me met que ma résolution d'écran est à 72 pixels par pouce. Non! Une résolution d'écran n'est pas à 72. Non. Elle dépend de chaque écran et de la résolution que vous avez sur cet écran. Donc il faut donc la calculer. Pour la calculer, il suffit d'aller sur un site internet, isvisretina.com, sur lequel vous avez juste à rentrer la diagonale de votre écran. Donc moi, c'est un 27 pouces. Faites juste attention, il y a des écrans qui peuvent être en 15 pouces, 10-15 pouces ou 10-17 pouces ou autres, mais qui font pas 15 pouces totalement. Ça peut être un 15,9, je crois que c'est sur les Mac surtout. Et je mets les pixels horizontaux, donc là je suis en 1920 pour les besoins de cet enregistrement, et en 1280 je crois, je vais aller vérifier, ici directement, je suis en 1920 par 1080, pas par 1280, je fais Calculate, et il me met que j'ai une Display Density de 81,6, donc je retourne sur Photoshop, et j'ai plus qu'à mettre 81,6, je ne peux pas mettre... Si, je peux. Ok. Si, ça passe. 81,6, ça passe. Et là, je peux faire clic droit, taille d'impression. Et là, si je vérifie, j'ai bien mon 10 par 15. Parfait. L'intérêt de faire ça, c'est que vous pourrez voir votre photo à la bonne taille sur votre écran et du coup voir les détails qui sont importants ou pas. Voilà, maintenant je redonne la main à Francky. Francky, c'est à toi. Putain. Hey. Je t'ai pas vu venir. Titre. Donc du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose essentielle, c'est d'exporter nos photos. Pour les envoyer. Exporter pour les envoyer, Exactement. soit à vous ou à un autre tireur. Ouais. Mais à vous, c'est mieux. Ça dépend des photos. Ça dépend si elle a, faites le test. Si elle a des saturations partielles ou de la... Ah non, ça non. Pour l'exportation, déjà dans un premier temps, quel format? Vous pouvez envoyer concrètement tout ce qui est possible. Alors chez nous, je parle, hein. Attention, certains labos ne gèrent pas par exemple le TIFF. On est capable de prendre du TIFF. Si vous voulez qu'on fasse le traitement, vous pouvez même envoyer vos RAW. Ça fait partie aussi du métier du labo, de pouvoir réaliser les traitements. Donc on peut citer TIFF, PSD, JPEG aussi, évidemment, JPEG, même si c'est un format compressé. Format compressé, même à 100%? C'est un format compressé, même à 100%. Donc du coup, vaut mieux quand même envoyer un TIFF qu'un JPEG 100% de qualité. Il vaut mieux envoyer l'idéal étant un TIFF 16 bits sans compression. Voilà. Là, on garde vraiment le fichier dans sa forme native, on va dire, au maximum d'informations. Au niveau de l'espace colorimétrique, du coup, maintenant. Même si l'écran n'est pas capable de reproduire tout ce que contient le fichier, en fait, tout ce qui a été capté par l'appareil photo, on conseille d'envoyer au labo, quand le labo est capable de le gérer, le maximum d'informations colorimétriques possible, c'est-à-dire, par exemple, du ProStar ou du ProPhoto ou de l'Adobe RVB, etc. Le sRVB fonctionne aussi. Mais concrètement, on a moins d'informations. À ne surtout pas faire, c'est envoyer une image qui ne contient pas de profil incorporé. Parce que ça veut dire que de l'autre côté, quand le laboratoire reçoit la photo, il ne peut pas interpréter les couleurs. Alors dans Lightroom, c'est facile puisqu'il est toujours incorporé quand on exporte. Dans Photoshop, parfois, certains modules ou certains plugins virent le profil, etc. Donc il faut bien, quand on enregistre, incorporer le profil pour l'envoyer.
l'idéal, on ne redimensionne pas. On envoie le fichier dans son format le plus large possible. S'il a été recadré, c'est pas grave, on l'envoie tel quel. Mais on ne s'amuse pas effectivement à redimensionner pour qu'il fasse tant de pixels par tant de pixels, ça n'a pas d'intérêt. Par exemple, 16 bits ou on met du 8 bits? Question con, mais... 16 bits plus de nuances. 16 bits, c'est de mémoire 65 536 de mémoire, nuances, par couche. On va voir s'il a pas. Par rapport à du 8 bits, ouais, c'est sûr que les dégradés vont être plus doux, etc. Le 8 bits, encore une fois, ça compresse le format natif enregistré par le capteur. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Et une dernière chose, en quelle résolution du coup on l'envoie? Pas 300 dpi, désolé. Tout dépend des machines en général du laboratoire, c'est-à-dire que nous, on travaille principalement avec deux résolutions natives, 360 dpi et 240. Sachant que de toute façon, c'est du côté laboratoire après par rapport à la taille de tirage demandée que nous allons régler les DPI. Donc, encore une fois, comme tu as fait dans ton épisode sur les DPI ce n'est qu'une valeur et ce n'est pas indicatif de la qualité du fichier. Est-ce qu'il faut mettre de la netteté? La netteté, alors je conseille fortement de ne pas en rajouter. L'inconvénient, c'est que si on en rajoute et qu'il en a trop, on ne peut pas l'enlever. D'accord ? S'il n'y en a pas assez, on peut toujours, le tireur derrière peut toujours en rajouter un petit peu. Je déconseille d'ajouter de la netteté, surtout que maintenant on a quand même du matériel en général qui est très performant, même dans l'entrée de gamme, que ce soit les objectifs ou les capteurs. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de rajouter de la netteté. On déconseille la signature. En général, sur un tirage, soit on signe par exemple le crayon à papier sur le passe-partout, soit si c'est un tirage seul papier, on peut signer en marge du tirage ou au dos, mais on signe pas, c'est pas beau de signer vraiment numériquement, on va dire, puis ça casse tout, sur le tirage. Par contre, ça casse tout, et ce qui peut être joli par contre, après la réception du tirage, ou à voir avec le laboratoire, c'est une pince à sec. Pince à sec, c'est un gaufrage en fait, on vient presser le papier directement. Donc du coup, ça donne un relief. Après, il faut se faire sa pince à sec personnalisée, évidemment. C'est du coup quasiment infalsifiable puisqu'il faut la pince pour le faire. Et puis, ça ne mange pas la lecture de l'image. Donc c'est très sobre et très élégant. Mais pas sur l'image, bien sûr. On peut le faire sur l'image, c'est pas dérangeant. Ouais, c'est pas dérangeant. D'accord. Il n'y a plus qu'à envoyer après, quoi. Il n'y a plus qu'à envoyer, voilà. Et de toute façon, dans le cas où vous travaillez avec un laboratoire comme nous, on contrôle et si quelque chose ne va pas, on prend le téléphone, mettez votre téléphone, on prend le téléphone, on vous appelle. Si on n'a pas tout ça, si on a envie de se faire chier, si on n'a pas un super écran qu'on peut calibrer, si on n'a pas de sonde de calibration, est-ce qu'on peut quand même faire tirer ses photos? Bien sûr, bien sûr. Et heureusement, j'ai envie de dire, c'est pareil, il y a des gens qui nous disent oui, je ne sais pas tirer parce que ma photo est pas assez belle. Heureusement que ça va plus loin que ça et qu'on a le droit de se faire plaisir aussi. Simplement, il faut garder à l'esprit qu'on n'a pas le même contrôle sur la couleur, puisque l'écran, forcément, ne va pas être calibré ou on ne va pas avoir exactement la même chose. Donc après, c'est le côté... disons qu'on peut bidouiller après, quand on a reçu son premier tirage, par exemple, si vraiment on n'a pas les moyens de s'acheter une sonde ou quelque chose comme ça, par rapport au résultat du tirage, on peut corriger après par rapport à sa retouche, si on voit que le tirage est trop sombre, remettre un peu de lumière sur nos fichiers, etc. Voilà. Ok. Merci Francky, du coup, maintenant tout le monde sait maintenant comment mieux envoyer ses photos. Ouais. Et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine. En fait, elle est cool. Voilà, maintenant vous avez vu la version rapide et la version plus longue avec Francky. Ce n'est pas un titre. Vous en savez un peu plus sur comment envoyer vos photos de la bonne façon à votre tireur, que ce soit Photolab ou n'importe quel autre tireur. Vous en savez juste un tout petit peu plus sur comment ça se passe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, et de cliquer juste ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit qui parle de Photoshop. Et du coup, je vous dis à dimanche prochain. En attendant, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Bonjour Francky. Bonjour Sébastien. Tu pourrais être un peu plus enjoué? Je t'ai enjoué là. Bonjour Francky. Bonjour Sébastien. Ouais, c'est mieux. Tu vas pouvoir laisser tomber la calculette, tu vas voir, ça va être super simple. Tu rentres... ça va être difficile. Tu as déjà filmé là? Allez, vas-y. Allez minute. Putain, tu m'as envoyé sur les couilles. Ouille, le chat, il m'a fait mal aux couilles, Est-ce qu'on refait un actoring comme on avait pu faire la dernière fois? Je suis pas pour, mais après c'est toi qui vois. Alors aujourd'hui, ça va parler de comment préparer ces photos. I don't understand what you want. Non, mais c'est juste... Ouais.
Anti-sèche. C'est peu fiable, disons. C'est peu fiable. Oh, il est beau ce C'est moins stylo. bruit, celui-là. Quand même, On juste n'aura une chose, pas- est-ce que quand même tu peux regarder un tout petit peu nos auditeurs? Parce que là, bon, Je tu vous me dis que regarde. Je sais que je suis beau, mais quand même. Sur Photoshop, c'est le même que sur Lightroom de toute façon. Vous acceptez la carte négative? Non. Important. On l'a pas dit. Oui. Évitez les signatures. Jamais. Ne les mettez pas. Jamais. Jamais. Partez du principe qu'on vous refuse la commande. T'as une petite astuce Ah, t'as une petite astuce. Tu as une... Le meilleur des deux mondes. Harry Potter 72 dpi. Jamais. Jamais. Entendu, étudie le ProStar ou le ProPhoto. Wow, ta gueule Google. Voilà. Ok, Google. Il détecte. Ah, mais James, c'est un peu mieux tiré, hein. Ah mais là il me perturbe. Là, Là. il y a la place. Alors donc, c'est parti, on est parti. Action. Ok. Ok donc. Excusez-moi. Le chat. Le chat, il est où le chat? Je peux l'ouvrir avec le micro ou pas? Non, fais pas ça, c'est sur le micro, il va pas passer. Ah merde. Non, mais le micro, il va pas passer. Enfin, déjà, quel... Et tu... Les tifs cassés. Donc, au niveau du format, c'est bon. Celle-là, j'espère qu'on l'a au micro. Hein. Je suis pour le watermark en plein milieu, pour pas qu'on prenne en photo ma photo. On pourrait faire un bêtisier de bêtisier, tu vois.